Et si je vous dis que vous pouvez gagner plus d'argent avec un portefeuille à dividendes qui ne fait pas des plus-values par rapport à un investissement sur l'ETF SP500 ou même sur l'ETF CAC 40. Je vais vous montrer ça en détail aujourd'hui. Restez connectés avec moi jusqu'à la fin. Je suis Michael Ravaneda, ingénieur, analyste financier diplômé par la Société française des analystes financiers et sur cette chaîne, je parle d'investissement de long terme. Mon accent vient du Brésil et si par hasard jusqu'à la fin de cette vidéo vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker la vidéo. Vous connaissez très bien les principes de faire les réinvestissements des dividendes ou les réinvestissements des recettes que vous recevez. Si vous êtes propriétaire d'une maison par exemple et vous recevez des loyers, normalement vous allez investir ces montants. Si vous faites des investissements sur des sociétés qui payent des dividendes, vous allez réinvestir les dividendes pour créer un effet boule de neige. Sur cette image que vous voyez sur mon écran, ça montre depuis 1960 jusqu'à 2017 les pouvoirs des réinvestissements des dividendes. La différence c'est 5 fois plus élevé par rapport à un investisseur qui a fait les réinvestissements des dividendes. Pourquoi? Parce que sur la performance totale de SP500, environ 30% vient grâce aux dividendes. Donc, ça va créer un effet des boules de neige avec les intérêts composés. Sur des autres indices, on peut voir la même chose par rapport à l'indice belge ici. Vous pouvez remarquer que la différence, c'est de 4 fois plus la performance par rapport aux réinvestissements des dividendes sur la période de 2001 jusqu'à 2021. 49% sans réaliser les réinvestissements en faisant un investissement sur l'ETF belge par exemple. Et avec les réinvestissements des dividendes, nous avons 200% des plus-values. Si on regarde les CAC 40 sur les 5 dernières années, c'est pas différent. Il faut pas oublier que l'Europe, c'est une des régions qui paye plus de dividendes dans le monde, surtout des rendements très élevés. Si aux États-Unis, les sociétés de dividendes payent 3 à 4% de dividendes, c'est normal. C'est déjà une belle valeur de dividendes. Il y a les rates, bien sûr, qui payent 5 ou 6, mais normalement, les sociétés vont pas verser des dividendes très élevés, surtout les sociétés pérennes. Par contre, en Europe, nous avons plus de 150 sociétés à ce moment qui payent des dividendes plus élevés que 5,5% par an. On peut facilement piocher parmi 60 sociétés européennes, celles qui payent des dividendes supérieurs à 6% de manière pérenne il y a plus de 10 ans. Bon, si on jette un œil sur les CAC 40 sans les dividendes réinvestis et les CAC 40 NR avec les net returns, donc avec les dividendes réinvestis, vous allez voir la différence sur les 5 dernières années. En bleu, les CAC 40 normal sans les dividendes, il a fait 38% des plus-values. Par contre, les CAC 40 avec les dividendes réinvestis, 53%. Mais bon, je reviens sur la phrase que j'ai dit au début. Un portefeuille à dividendes qui ne fait pas des plus-values peut être plus gagnant qu'un investissement sur l'SP500 ou sur les CAC 40. Je vais vous montrer pourquoi. Déjà, on va analyser la performance du CAC 40 ou de l'SP500 sur les 20 dernières années, des années 90 jusqu'à 2000, des années 90 jusqu'à aujourd'hui, pour ensuite pouvoir comparer. On va aller sur les sites Backtest Corvo, qui c'est gratuit et permet de simuler l'historique des performances d'un ETF, d'un indice avec des données du passé. Bon, sur mon écran, vous allez voir ici, j'ai les courbes du CAC 40 et de SP500. J'ai sélectionné ici des 93 à 2023, donc une année terminée. On ne va pas considérer 2024 parce que l'année n'est pas encore terminée. Ici, on peut choisir des montants uniques investis ou des achats récurrents. Je vais considérer les montants uniques parce que normalement, c'est ça que les sites d'ETF vont vous montrer. Et surtout, les vendeurs des cours d'ETF. Vous allez voir ici que la performance du CAC 40 et de SP500 entre 93 et 2023, le CAC 40 c'était 7,80% et de SP500 10,40% par an. Une performance excellente. Sauf que 99% des gens vont jamais faire ça. Pourquoi? Parce que ça considère la performance en commençant en 93 jusqu'à 2023 avec un achat unique en 93. La majorité des gens font pas des investissements comme ça. Les gens font des achats réguliers. Donc on doit considérer des montants mensuels investis. Si j'échange l'option avec un achat récurrent, par exemple avec 500 € par mois, juste un exemple, vous allez trouver une rentabilité bien différente. 4,10% pour les CAC 40 et 6,13% pour l'SP500. C'est vrai, la performance de l'SP500 c'est encore une bonne performance, mais celle du CAC 40 elle baisse de manière importante. Qu'est-ce qui arrive si j'échange les périodes? Par exemple, entre 93 et 2003. Bon, 3,26 pour les CAC 40, 3,39 pour l'SP500. Si j'ai fait entre 93 et 2013, période de 20 ans, 3,03 pour les CAC 40, 3,96 pour l'SP500. Si je varie ça, si je commence en 2003 jusqu'à 2013, je vais trouver 2,77 pour les CAC 40 et 4,59 pour l'SP500. Bon, maintenant je vais choisir entre 2013 et 2023 la période des meilleures performances de l'histoire, la plus rapide pour l'SP500. Vous allez trouver 5,10% pour les CAC 40 et 7,47 pour l'SP500. Donc ça veut dire qu'avec des achats réguliers, seulement la meilleure décennie de l'histoire, l'SP500 a touché les 7,4, 7,3. À nouveau, si je considère une période de 20 ans en commençant en 2003 et en terminant en 2023, on va
avoir 7,16 pour les SP500 et 4,31 pour les CAC 40. Et sur une période de long terme, on va avoir 4,10 pour les CAC 40 et 6,13 pour les SP500. Donc les SP500 va rester entre 6 et 7,4. Bon, si sur les longs termes, l'ETF va faire 6, 6,5, 7%, vous êtes d'accord avec moi que si vous avez un portefeuille des sociétés pérennes et bien diversifiées et qui payent régulièrement, donc à chaque année, 6,5, 7% des dividendes, vous allez faire plutôt les mêmes niveaux des rentabilités. Mais sans compter encore la valorisation des sociétés à dividendes, parce qu'elles peuvent se valoriser évidemment. Donc en achetant un ETF de SP500 avec des achats réguliers, vous allez faire entre 6 et 7,4, évidemment en considérant des données de passé. En choisissant vos actions avec un portefeuille qui paye entre 6,4 et 7,4 des dividendes, vous allez faire la même rentabilité et sans considérer la plus-value. Voilà ce que j'avais dit au début de la vidéo. Mais maintenant, on va regarder ça en détail. Par exemple, j'ai un portefeuille d'investissement à dividendes européen qui à ce moment paye en moyenne 7,1% des dividendes par an. Et ça, c'est déjà net. Ça veut dire que juste avec ces rendements, sans considérer la plus-value, déjà, je performe mieux que l'historique du CAC 40 et même mieux que la majorité du temps de SP500. Maintenant, on va aller sur mon simulateur et je vais vous montrer ce que ça donne sur les longs termes. Par exemple, on va placer ici 500 € d'investissement mensuel. On ne va pas considérer une correction de l'inflation pour avoir un comparatif plus exact avec celui du site Backtest Corvo. Je place ici 7,10% des rentabilités. Donc ça donne la même si les 7,10% ici vient de la plus-value ou des dividendes. Ça donne la même chose. Donc on voit que sur 20 ans, par exemple, les résultats d'un investissement sur un ETF qui paye 7,10% par an en moyenne, ça donne la même chose qu'un portefeuille dividende qui paye 7,10% par an en dividende. Et si on fait surtout les réinvestissements, ça donne exactement la même chose. Si vous utilisez l'enveloppe fiscale française, par exemple l'EPA, l'imposition sur un ETF SP500 et l'imposition sur les sociétés à dividendes, à la fin, c'est la même chose quand vous faites les retraits. Et bien sûr, oui, des sociétés qui ne sont pas françaises ont une imposition plus élevée sur les dividendes. Mais quand j'ai dit que mon portefeuille a 7,10% des dividendes nets, c'est déjà net en considérant aussi l'imposition plus élevée des sociétés qui ne sont pas françaises. Et je ne parle pas que de mon portefeuille. Dans ma communauté d'investissement et même des collègues analystes financiers, je connais des autres portefeuilles qui sont pérennes avec 8% des dividendes par an. Mais pour faire ça, il faut savoir choisir vos sociétés. Par exemple, ce n'est pas une nouveauté pour tout le monde. J'ai déjà dit quelques sociétés, les noms de quelques sociétés que j'ai fait des investissements, comme Coface et Ruby. Avec ces deux sociétés, j'ai des dividendes supérieurs à 9%. Pourquoi? Parce qu'on achète avec une sous-valorisation. Quand les marchés est sous-évalués, on renforce ces sociétés. Et surtout, on va les renforcer toujours quand elles payent des dividendes supérieurs à 6%. Et maintenant, pour aller un peu plus en détail, je vais vous montrer que vous pouvez être gagnant même si la société n'a pas de plus-value. Et même si la société à dividendes baisse son cours, vous pouvez être gagnant quand même. Je vais commencer par vous montrer M6. Ici, vous pouvez voir les graphiques. 0% des plus-values depuis longtemps, entre 2014 et 2024. Par contre, une chose qu'on ne peut pas voir sur les graphiques, c'est le versement des dividendes. C'est un peu erratique. Si on va considérer entre 2014 et 2024, la croissance des dividendes, c'est de 1,7 par an. Et il y a des années qu'elle a versé 1,85. Des autres années, elle a baissé à 0,85. Entre 2004 et 2018, par exemple, vous pouvez considérer à 0% des croissances. Sauf que si on va considérer avec un PRU des 13, que c'est bien la valeur moyenne de l'action sur ces dernières années, on va considérer ici les dividendes versés. On a 71% des gains grâce aux dividendes. Vous pouvez voir ici les rendements par an. Par exemple, en 2023, quelqu'un qui a reçu 1,25 € des dividendes avec un prix moyen des 13, il a reçu 9,6%. Donc, vous avez sur les graphiques 0% des gains grâce aux plus-values, mais il y a 71% qui sont tombés sur les comptes d'investissement de l'investisseur. BNP, vous pouvez regarder également ici, BNP avec 0% des gains pour quelqu'un qui a acheté l'action à 60 € en 2016, 2017. Mais bon, BNP quand même a augmenté ses dividendes de 10% par an. Par exemple, en 2014, les dividendes étaient de 1,50 €. Actuellement, c'est des 4,60 €. Et si vous allez remarquer aussi, faire les calculs avec un prix moyen de 60, en utilisant les dividendes de chaque année et divisant par 60, on va découvrir les rendements. N'oubliez pas, les rendements d'une action, on va diviser les dividendes reçus par rapport aux prix moyens que vous avez payés sur cette action. Vous avez 42,9% des gains grâce aux dividendes des BNP. Et finalement, un cas extrême, Ruby qui a baissé énormément depuis 2019, 54% des moins-values, mais remarquez que quelqu'un qui a fait des achats réguliers pendant cette période, pourquoi quelqu'un ferait des achats réguliers sur Ruby pendant cette période? Parce que si vous êtes intéressé à recevoir des dividendes, Ruby ne cesse pas de payer des dividendes, ça fait 34 ans et ça fait 10 ans que les dividendes sont en augmentation. Donc quelqu'un qui a fait des achats réguliers pendant toute cette période, quand même, a gagné de l'argent et je vais vous montrer. Regardez, ça c'est
c'est les graphiques qui montrent la croissance des dividendes des Ruby sur les 10 dernières années. 7% par an des croissances par rapport aux dividendes versés à chaque année. Et bon, sur cette image ici, un peu plus détaillée en valeur, imaginez qu'à chaque année, vous avez acheté l'action des Ruby par une valeur différente. En 2015, vous avez payé 31 €, en 2016, 37 € et en 2023, vous avez payé 28 € sous les prix de l'action. En imaginant donc qu'on va faire la moyenne et donc ton PRU, c'est des 37 € et 22 centimes parce que vous avez acheté chaque fois moins cher, mais évidemment, mais vous avez payé cher au début. Donc votre prix moyen, c'est des 37. Par rapport à la valeur des 28 actuellement, vous avez moins 24%. Donc vous avez perdu 24% par rapport à votre investissement. Sauf que vous avez reçu des dividendes pendant cette période. Et avec votre prix moyen des 37, en considérant les dividendes versés sur chaque année, vous avez fait 39% des gains grâce aux dividendes. Donc ça veut dire 39% grâce aux dividendes, moins 24% à cause de la moins-value. Quand même, vous êtes positif à 15%. Vous allez dire, Michael, mais c'est 15% par rapport à un investissement de long terme. Évidemment, ça c'est pas les meilleurs cas possibles, mais je suis en train de vous montrer qu'avec une stratégie à dividende, difficilement vous allez être perdant sur le long terme. J'ai pas montré les meilleurs des cas, j'ai montré exprès les pires des cas, des sociétés qui bougent pas la valorisation, des sociétés comme M6 qui n'ont pas augmenté les dividendes. Et pour Ruby, j'ai montré les pires des cas, quelqu'un qui est rentré sur les pics historiques de la société, sur les sommets. Bon, on va direct à la conclusion maintenant. Je parle pas contre la stratégie ETF. Moi-même, dans ma communauté d'investissement, on a un module complet par rapport à la stratégie ETF. Très conseillé pour ceux qui veulent en fait simplifier l'investissement en bourse, qui ne veulent pas casser la tête en apprenant à investir sur des sociétés, en apprenant l'analyse fondamentale d'actions. Très utile aussi pour faire des investissements pour nos enfants ou sinon même pour la retraite, pour quelqu'un qui ne veut pas faire des investissements actifs. Mais on ne peut pas négliger en Europe, et surtout avec l'enveloppe fiscale française, l'importance de l'investissement sur les dividendes. C'est la stratégie la plus facile de mettre en pratique si vous faites du stock picking, si vous choisissez vos actions. Il y a aussi plusieurs manières d'investir sur les dividendes. Des sociétés comme Air Liquide, très solides, qui payent peu de dividendes, mais on doit compter aussi sur la croissance de la société. Malheureusement, ça n'existe pas beaucoup de sociétés comme ça en Europe. Ou sinon, des sociétés qui payent des dividendes hyper élevés et sont pérennes. Donc, vous n'êtes même pas obligé à penser à la plus-value. Juste les dividendes, ça vous suffit pour battre les marchés. Avec des sociétés qui payent 7% et demi de dividendes en moyenne, vous avez déjà une surperformance par rapport aux CAC 40 de loin et une surperformance légère par rapport à l'S&P 500. J'ai pas cité les cas de quelqu'un qui achetait BNP à la moitié des prix en 2020, quelqu'un qui achetait Total à la moitié du prix actuel en 2020, quelqu'un qui achetait Société Générale à la moitié du prix. Sinon, ça serait 5% des plus-values jusqu'à aujourd'hui, sans compter les dividendes reçus. Et là, ça serait jamais le cas de n'importe quel ETF. Donc avec les ETF, vous êtes beaucoup plus sécurisé, vous êtes beaucoup plus diversifié. Et évidemment, en choisissant vos actions, vous augmentez les potentiels, mais vous augmentez aussi les risques. Et j'ai fait la conclusion de cette vidéo en vous disant qu'il n'y a pas de correct ou pas correct. Ça dépend de votre niveau de version risque, votre profil d'investisseur, votre stratégie préférée, si vous pouvez consacrer du temps pour constituer un portefeuille. Dans la description de cette vidéo, vous avez les liens pour mon consulting personnalisé. Je peux analyser votre portefeuille de manière personnalisée et les liens de préinscription pour ma communauté d'investissement Insider. Aussi, vous pouvez avoir accès maintenant sur mon portefeuille à dividendes juste en faisant votre inscription sur mon programme de suivi des portefeuilles. Vous pouvez payer un abonnement de 39 € par mois et vous allez avoir accès à mes portefeuilles d'investissement. Et maintenant, c'est à vous d'écrire ici sur les commentaires. Est-ce que vous préférez la stratégie ETF ou vous préférez une stratégie à dividendes qui seulement avec les dividendes peut assurer déjà la même rentabilité? Ce sont deux façons d'avoir plutôt les mêmes résultats, mais deux façons bien différentes. Je vais savoir votre opinion. Je vais répondre chaque commentaire ici en bas. On se voit sur la prochaine vidéo.